Toutes et à tous, vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Il est 22 heures sur nos antennes. L'édition de la soirée au sommaire. Le président de la République s'est distingué par son rôle stratégique au sein de l'Union africaine, alliant diplomatie proactive et promotion de la bonne pratique. La ville de Djibouti s'est animée autour d'un événement culturel célébrant ainsi la richesse du patrimoine djiboutien. Et en nouvelles du monde, les récentes réformes foncières en Israël suscitent une vague de critiques sur la scène internationale. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition de la soirée. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a participé aux travaux de la 39e sommet, de l'Union africaine ouvert à Addis Abeba, en République fédérale démocratique d'Éthiopie. Sommet de haut niveau qui a réuni les hauts chefs d'État et de gouvernement du continent africain afin de débattre des grands défis régionaux et continentaux placés sous le thème de l'accès aux ressources vitales et du renforcement de l'unité africaine. Une rencontre de 2 jours qui met l'accent particulier sur la sécurité de l'eau, les impacts au changement climatique et la nécessité d'une représentation accrue à l'ouverture au sein des instances internationales. Les discussions ont porté notamment sur la gouvernance de l'eau, la résilience climatique, la paix et la sécurité, ainsi que sur l'évaluation des progrès réalisés dans le cadre de l'agenda 2063, la feuille de route stratégique de développement à long terme de l'Union africaine. L'intégration régionale à travers la mise en œuvre du zone de libre-échange continental africain, autrement dit CELAC, figure également parmi les priorités des dirigeants africains. Par ailleurs, les participants examinent la question de l'accès des pays africains aux mécanismes de financement climatique ainsi que les opportunités offertes par le nouveau statut de membre permanent de l'Union africaine au sein du G20. Sous le thème officiel assurer la disponibilité durable de l'eau et à l'assainissement sûr pour atteindre l'objectif de l'agenda 2063. Le sommet qui consacre une large part de ses travaux aux défis liés à la dégradation des écosystèmes, au stress hydrique, à l'insécurité alimentaire, autant d'enjeux cruciaux pour l'avenir du continent. La République Djibouti s'inscrit pleinement dans ses priorités sous l'impulsion et le leadership du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, signifie les avancées qui ont été déjà enregistrées, notamment à travers la mise en place des systèmes de veille contre les pénuries d'eau, ainsi que l'adoption des stratégies nationales de prévention à l'adaptation aux effets du changement climatique, illustrant ainsi l'engagement ferme du pays en faveur du développement durable. Et à l'issue de ce 39e sommet, le président de la Commission de l'Union africaine a prononcé une allocution marquante. C'est des priorités aux travaux de ce 39e sommet, la passation entre l'Ouganda et la Burundi. Les 2 parties ont échangé donc l'emblème qui signifie la passation du pouvoir entre les 2 parties. Ainsi, nous écouterons ainsi le président de la Commission de l'Union africaine à l'issue de ce 39e sommet. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce 39e sommet de l'Union africaine aura pour thème l'eau et l'assainissement, une denrée vitale pour nos populations et les économies, un bien collectif qui doit être une source de paix, de rapprochement entre les nations. Notre sommet se tient dans un contexte géopolitique en crise, aussi bien sur le continent qu'à travers le monde. Faire taire les armes sur notre continent peine à aboutir.
La fragilité politique et institutionnelle d'un certain nombre de nos pays nous préoccupe. Les conflits ouverts ou latents deviennent chroniques. Les changements constitutionnels de gouvernement refont surface et nous rappellent les temps obscurs post-indépendance. Le bouleversement de l'ordre international a certainement un impact significatif sur les affaires du continent, sans oublier les ingérences récurrentes dans nos affaires par des acteurs externes. Le multilatéralisme est mis à rude épreuve et l'on assiste à l'émergence de l'unilatéralisme et du protectionnisme. Face à ce constat, l'Afrique devra se renforcer à travers l'accélération de ses programmes d'intégration politique et économique. Les institutions panafricaines devront redoubler d'efforts et de détermination. La ZLECAf, l'ODA-NEPAD, le CDC et les autres mécanismes de l'Union africaine. Nous solliciterons de plus en plus les institutions financières africaines, l'AFC, la Banque africaine de développement, l'Afri-Exim Bank. Excellences, Mesdames et Messieurs, les communautés économiques régionales doivent aussi monter en puissance. D'ici 2050, l'Afrique doit pouvoir se mesurer au grand bloc économique de l'avenir. L'agenda 2063 et les programmes phares doivent nous guider vers cette Afrique que nous voulons, forte, autonome et prospère. Il ne s'agit pas de vœux pieux, mais d'un impératif de survie. Les grands ensembles politico-économiques se préparent à cette polarisation du monde. L'Afrique est certes dans le sud global, mais l'Afrique a sa marque de fabrique et son marqueur identitaire. Et à cette occasion du 32e session ordinaire de l'Union africaine, le président de la République, son Excellence Paul Marguerite, a pris la parole à Addis Abeba pour souligner l'importance vitale de l'eau dans le développement du continent africain. On l'écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord, à l'entame de mon propos, de féliciter la République d'Angola pour son leadership, le travail accompli, tout comme les contributions apportées à la tête de l'Union tout au long de son mandat durant l'année 2025. Je saisis également cette occasion pour féliciter la République du Burundi pour son accession à la présidence de l'Union africaine. Nous souhaitons au président du Burundi plein succès et nous lui exprimons le soutien de la République de Djibouti pour sa présence. Monsieur le Président, c'est avec joie que je prends part cette année, cette 39e session ordinaire de l'Union africaine et que je salue la volonté politique qui nous anime et qui nous a réunis aujourd'hui autour de ce thème vital. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre profonde gratitude à la République fédérale démocratique d'Éthiopie pour son hospitalité fraternelle et pour l'excellente organisation de cette 39e session de notre organisation. Je tiens également à saluer l'engagement constant de la Commission de l'Union africaine en faveur des grandes priorités de notre continent. Nécessité vitale, l'eau figure au premier rang de ces priorités. Elle touche au cœur même de la dignité humaine et constitue une préoccupation quotidienne pour nombre de nos populations, aussi bien dans les zones rurales que dans les espaces urbains. Elle est aussi une condition essentielle de la réussite de l'agenda 2063, cette vision commune d'une Afrique prospère, intégrée et maîtresse de son destin que nous appelons de nos vœux. Monsieur le Président, l'eau est un facteur structurant dans le développement socio-économique de nos nations. Sans eau, point d'agriculture productive, point de sécurité alimentaire. Sans eau, point d'industrialisation durable. L'accès sûr et équitable à cette ressource conditionne l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et la réduction des inégalités. Devant ces pairs africains réunis à Addis Abeba, le président de la République a insisté sur le rôle stratégique de l'eau pour l'agriculture, l'industrie, la sécurité alimentaire. Il a également souligné dans son discours que la coopération régionale pour la technologie et les innovations sont cruciales. On réécoute. Nous en sommes tous conscients. Notre continent fait face à une répartition profondément inégale de ses ressources hydriques. Certains de nos pays sont confrontés
un stress hydrique sévère, tandis que d'autres subissent de manière récurrente des inondations dévastatrices. Une telle situation révèle l'ampleur des défis auxquels nous sommes collectivement confrontés. À ces déséquilibres structurels s'ajoute la perturbation croissante du cycle de l'eau sous l'effet du changement climatique, les sécheresses prolongées et les pluies irrégulières fragilisent nos écosystèmes et compromettent nos efforts de développement. Face à cette réalité, il devient impératif pour l'Afrique de se doter d'une véritable politique continentale de l'eau, une politique ambitieuse tournée vers l'avenir. Cette politique doit encourager les interconnexions hydrauliques régionales à l'image des projets que partagent les bassins fluviaux ou de transfert d'eau entre zones excédentaires et zones déficitaires. À cet égard, l'expérience de Djibouti, qui bénéficie aujourd'hui d'un apport significatif en eau potable provenant de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, à travers un système d'adduction transfrontalière, est une excellente illustration d'intégration régionale et surtout de ce que la coopération africaine peut produire de meilleur. Ainsi, en marge de ce sommet de l'Union africaine, son Excellence Ismaël Omar Guelleh a reçu cet après-midi son homologue somalien, le président Hassan Sheikh Mohamud. Rencontre qui a été l'occasion de dresser un large panorama des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et la Somalie, deux peuples liés par des siècles de proximité culturelle, linguistique, géographique. Les discussions ont également permis de parler des relations bilatérales, l'évolution des situations sécuritaires en Somalie, les efforts constants du gouvernement somalien pour le renforcement de son autorité. Les deux présidents ont également abordé les enjeux liés au changement climatique et souligné ainsi l'importance de la coopération régionale pour y faire face. Sous la direction du président de la République, son Excellence Omar Guelleh, Djibouti réaffirme ainsi son engagement à soutenir la stabilité et le développement économique de la Somalie par une aide diversifiée et continue. Était également présent à cette audience le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Abdelkader Omar, ainsi que l'ambassadeur Djibouti et représentant permanent de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Haïbi. Ainsi, à Addis Abeba, le président de la République a eu également des rencontres et audiences accordées à des délégations chinoises de haut niveau. La délégation qui a été composée de M. Jiang Xuewei, président directeur général du groupe Mingjiok Smart Energy, et de Tiang Yuarang, directeur général également de Yujiwang Group. Au cours de cette rencontre, Jiang Xuewei a mis en avant le potentiel considérable de la République Djibouti dans le domaine d'énergie renouvelable. Il a également souligné que le pays dispose de conditions particulièrement favorables pour attirer les investisseurs internationaux, notamment dans les secteurs de l'éolienne et du solaire. Leader mondial des solutions énergétiques propres, le groupe Smart Energy a exprimé sa volonté d'explorer les projets ambitieux de partenariat avec la nation djiboutienne en cohérence avec les objectifs nationaux et de transition énergétique. Le président Guelleh s'est également entretenu avec M. Jiang Yuarang, PDG de Yujiwang Group, qui a annoncé son intention de financer un financement dédié à la fabrication de chaussures à Djibouti. Projet, une fois réalisé, qui devrait générer 5000 emplois directs, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage et au développement économique du pays. Ainsi, M. Jiang Yuarang a par ailleurs souligné la position géostratégique de Djibouti dans le carrefour du groupe du grand route commerciale constitue un outil majeur pour la route commerciale. L'attraction des investissements étrangers, déjà acteur majeur de l'industrialisation en Afrique. M. Jiang Yuarang Group exporte chaque année plus de 2 millions de paires de chaussures depuis l'Éthiopie, représentant plus de 50% des exportations nationales. Et à son tour,
Présent à ses côtés, monsieur le partenaire, le président du groupe Nuayac, spécialiste des solutions du secteur de l'énergie éolienne, a exprimé sa confiance dans la réussite de leur projet commun porté par la vision du président et le soutien du gouvernement djiboutien. Soulignant ainsi l'excellente relation entre Djibouti et la Chine, il a tenu à réaffirmer son engagement et il a également réaffirmé son attachement à ces investissements et la réalisation des projets évoqués ci-dessous. Le président de la République, son Excellence Mar Guelleh, a pris également hier soir à Addis Abeba au deuxième sommet Italie-Afrique, considéré en marge du 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Rencontre qui a réuni de nombreux dirigeants africains aux côtés de la présidente du Conseil italien, Madame Giorgia Meloni, échanges qui ont porté sur l'état d'avancement des projets inscrits dans le plan Mattei et sur les perspectives de partenariat renforcé entre Rome et le continent africain. Discussions qui ont également évalué les progrès réalisés et définir ainsi des priorités dans les secteurs stratégiques tels que l'énergie, les infrastructures, l'éducation, la santé et le développement du secteur privé. Les participants ont également rappelé l'importance des relations historiques et stratégiques entre l'Afrique et l'Italie, soulignant la convergence de vues sur les stabilités régionales, notamment à travers l'engagement italien dans la sécurisation des voies maritimes internationales via les opérations comme Atalanta et Aspide menées en collaboration avec les forces africaines. Sur le plan financier, le sommet a insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux sur le plan avec une enveloppe qui s'élève à 5,5 milliards d'euros, d'où l'importance de l'engagement de ce progrès. Et pour la Semaine nationale de la solidarité, durant plus de 10 jours, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a sillonné le pays et les recoins les plus reculés et isolés du pays, de la ville blanche de Tadjoura au plateau d'Arta, en passant par les terres d'Obok et les plaines du sud. Je vous laisse à présent suivre le périple de ce caravane. Oh
daryeeshagelo wuxuu dili hore dawmina beerayay doorkan geelo cigaalkiyo duubka dusha ku sugnee dadka iyo dalka waxilka iyo darajada danta qaranku leeyahay daryeeshagelo daryeeshagelo nabadoonkay afrika dugsato dunida waayaha ka jira qabiilu bislaadayo burcaqabe ayaalow duruufaha taagan iyo dhammaajo kugu tire geelow doonida shacbiga wadoo diiradowhay geelow doonida shacbiga wadoo diiradowhay geelow doonida shacbiga wadoo diiradowhay nabadoonkay afrika dugsato dunida waayaha ka jira qabiilu bislaadayo. Et pour les collectifs des femmes connus sous Hemilo, ont organisé dans la soirée de vendredi 13 février une importante cérémonie de soutien en faveur du candidat de l'UMP pour la majorité présidentielle, son Excellence Malmar Guelleh. Cérémonie qui s'est tenue dans le cadre prestigieux du jardin du Djibouti Palace Kempinski, qui a réuni une large mobilisation des femmes issues de divers horizons, leaders communautaires, responsables associatives, militantes politiques, femmes entrepreneurs, jeunes femmes engagées, ainsi que plusieurs personnalités politiques figurant dans la société civile. Cette rencontre d'envergure avait pour objectif de réaffirmer le soutien total et indéfectible des femmes djiboutiennes aux candidats du parti RPP, Malmar Guelleh, tout en mettant en lumière le rôle central des femmes dans la vie politique, sociale et économique du pays. Dans leur intervention respective, les représentants collectifs des Himélans ont salué le leadership visionnaire du candidat de l'UMP, saluant ses réalisations majeures en matière de développement national, de consolidation de paix, de stabilité politique et de promotion de l'égalité des genres.
On dit souvent que les grandes nations se bâtissent pas en un jour. Elles se bâtissent avec patience, avec courage et avec constance. Elles se bâtissent lorsque le cap reste ferme malgré les tempêtes, lorsque la main qui gouverne ne tremble pas, lorsque la parole donnée devient une promesse. Chers compatriotes, chères militantes, souvenez-vous du pays d'hier. Le pays d'hier, un pays aux infrastructures limitées, un pays aux horizons incertains, aux ambitions encore contenues. Et regardez le pays d'aujourd'hui, un carrefour stratégique, un pôle logistique reconnu et un territoire respecté sur la scène internationale. Chers compatriotes, chères militantes, ce passage de l'ombre à la lumière n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'un leadership, c'est le fruit d'une vision, c'est le fruit d'une détermination. Sous l'impulsion de notre cher président, les routes se sont étendues comme des artères nouvelles, irriguant nos régions et rapprochant nos populations. Les ports se sont modernisés, faisant de notre nation une porte d'entrée incontournable pour le commerce régional. Le chemin de fer a relié les peuples et ouvert des perspectives économiques inédites. Mes chers compatriotes, chères militantes, qu'est-ce que la croissance sans le souci de l'humain? Qu'est-ce qu'un grand bâtisseur sans une vision sociale? Au fil des années, l'accès à l'éducation s'est élargi. Des écoles ont vu le jour, notre université s'est affirmée. Et que dire des avancées dans le domaine de la santé? Hôpitaux modernisés, couverture médicale renforcée, assurance maladie universelle, afin d'améliorer le bien-être de chaque citoyen. Aussi, conformément donc à la politique du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, chaque citoyen, peu importe ses moyens, peut accéder à la propriété foncière et devenir donc ainsi un propriétaire. Et pour les ménages les plus vulnérables, la Fondation IOG opère. Restant dans le même registre, la population réaffirme son soutien indéfectible au président de la République, à l'État et à Carta. C'était dans une ambiance de ferveur patriotique exceptionnelle que la population de la sous-préfecture de Carta a organisé vendredi également une marche en soutien de grande envergure dédiée au candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, son Excellence Omar Guelleh, en vue des élections présidentielles d'avril 2026. Initiative sans précédent, citoyenne et d'unité a rassemblé les forces vives, toute la localité, à savoir Carta, le chef-lieu, l'État, Adogoma et Gabla. Les participants composés des autorités coutumières, représentants des jeunes associations, des femmes et des leaders communautaires, des cadres de la région ont marché tous et toutes afin d'exprimer leur reconnaissance envers les réalisations du chef de l'État. Cette marche qui n'est pas seulement un acte politique, mais le témoignage de notre gratitude pour la stabilité et le développement dont bénéficie notre région, a déclaré l'honorable député Aïcha Mohamed Abdellah lors du rassemblement. Les slogans portés par la foule ont mis en avant la continuité pour la poursuite des grands chantiers de développement national. Dans un contexte régional complexe, le leadership de son Excellence Omar Guelleh est perçu comme le garant de la paix, de la stabilité, ainsi que la reconnaissance des investissements réalisés dans les infrastructures de la région de Carta. Éducation, cette fois-ci, le Tour des Djibouti à vélo, organisé par la PES, parrainé par les mêmes FOB, en collaboration avec la garde républicaine, s'est achevé en apothéose ce samedi 14 février 2026. L'étape finale portait sur 2 parcours distincts, un pour les lycéens et un autre pour les cyclistes seniors. Les jeunes participants venus de la capitale et des régions ont parcouru un circuit de 12 km dans les centres-villes sous l'escorte policière. La PSA a pris soin de côtoyer les meilleurs lycéens de chaque région de cette étape décisive. La course qui a offert l'occasion aux jeunes de démontrer leurs compétences techniques et l'endurance qui
augure un futur prometteur pour le cyclisme professionnel à Djibouti. Le cycliste senior, quant à eux, a pris le départ sur la route nationale numéro 1 entre le camp militaire Mariama et le Palais du Peuple, sous près de 30 km sous un soleil naissant à vent léger. Le peloton est resté compact pendant 10 premiers kilomètres avant qu'un sprint stratégique ne fasse éclater le groupe. À partir de 12 km, un duel intense s'est engagé entre les meilleurs cyclistes de la garde républicaine et les forces françaises stationnées à Djibouti. M. Nicolas Moulinier et Abderkhairé se sont disputés la victoire jusqu'au bout. M. Nicolas Moulinier l'emporte finalement d'une roue suivie d'Abderkhairé, tandis que Florent Ferrero complétait le podium aux 3e position. dunida waayaha ka jira qabiilu bislaadayo Caqabe ayaalow duruufaha taaganiyo dhammaanto kugu tire elow doonida shacbiga wadoo diirada way Elow doonida shacbiga wadoo diirada way elow doonida shacbiga wadoo diirada way nabadoonkay afrika dugsato dunida waayaha ka jira qabiilu bislaadayo La finale s'est poursuivie sur l'esplanade du Palais du Peuple avec une ambiance festive et solennelle parrainée par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahmoud. La cérémonie a réuni également le commandant de la garde républicaine, Mohamed Jama Doualé, le directeur général de la poste de Djibouti, Bahnan Al-Medel, des officiers supérieurs des forces armées, de la police nationale, de la gendarmerie, ainsi que des représentants des FFDJ, des forces d'autodéfense du Japon, de l'ambassade de France. Les jeunes éclaireurs des établissements scolaires de la capitale et des régions de l'intérieur ont ouvert le défilé, accompagnés de la fanfare des forces armées djiboutiennes dans un spectacle coloré sous les couleurs nationales et les bannières de la paix et du Tour de Djibouti à vélo.
Après la levée des drapeaux, l'hymne national, les officiels ont procédé à la remise des prix. Florent Ferrero a remporté le classement général, suivi de Nicolas Moulinier et d'Abder Redersman. De nombreux autres lauréats ont été récompensés pour leur performance sur la piste, route et montagne. Au total, le Tour a comporté 9 étapes, dont 3 en VTT, 6 en route et 2 en montagne, couvrant 328 km avec une étape de 55 km avec le plus long a été 55 km seulement avec 2 chutes sans gravité. Le ministre de l'Éducation nationale a souligné que ce tour n'est pas seulement une compétition, mais le symbole d'un pays qui avance, d'une jeune qui se dépasse et d'une nation qui croit en ses talents et en son avenir. Moment fort également, la Poste de Djibouti qui a dévoilé un timbre commémoratif en présence du ministre, du commandant de la garde républicaine, du directeur général de la Poste. Ce timbre célèbre l'engagement de la Poste tout au long des tours qui immortalise l'esprit sportif et l'histoire de fierté nationale de cet événement destiné à voyager bien au-delà des frontières comme témoignage d'un Djibouti en mouvement. Je vous propose à présent de suivre les propos du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à cette remise de prix. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, nous écrivons une page nouvelle de l'histoire éducative et sportive nationale. Ce tour n'est pas une simple compétition, c'est un symbole. Le symbole d'un pays qui avance, le symbole d'une jeunesse qui se dépasse, le symbole d'une nation qui croit en ses talents, en ses territoires et en son avenir. Pour une première édition, nous avons relevé un défi audacieux, relier l'éducation par le sport, la découverte, l'unité nationale et la valorisation de notre patrimoine culturel et touristique. Des plaines du sud au relief du nord, des routes intérieures aux paysages côtiers. Nos cyclistes ont traversé la diversité, la beauté, les potentiels immenses de notre pays. Et à chaque étape, chaque coup de pédale, c'est Djibouti tout entier qui s'est révélé. Un pays d'efforts, de résilience, de fraternité et d'espérance. Je tiens ici à exprimer mes remerciements les plus appuyés à l'APEPS, aux équipes techniques, aux enseignants, aux encadreurs pédagogiques et sportifs dont l'engagement et le professionnalisme ont permis la réussite de cet événement inédit. Je salue avec un profond respect l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, les forces armées djiboutiennes, la garde républicaine qui a co-organisé avec nous ce premier tour de Djibouti, la gendarmerie nationale, la police nationale, la protection civile, les gardes-côtes, ainsi que les forces françaises stationnées à Djibouti et les forces, bien sûr, d'autodéfense japonaises à Djibouti. Par la mobilisation exemplaire, et vraiment, les Djiboutiens vous ont suivi à la télévision, et donc le corps militaire ont assuré la sécurité, la logistique et l'encadrement de cette grande aventure nationale. Leur contribution a été déterminante. Je souhaite adresser une mention spéciale et appuyée aussi aux populations locales, notamment régionales et rurales, qui ont accueilli les Tours de Djibouti avec enthousiasme, générosité et fierté. Partout où les cyclistes sont passés,
Ils ont trouvé des regards encourageants, des applaudissements sincères, un soutien populaire qui donne tout son sens à ces projets. Mais pas seulement les hommes, mais également des animaux, des chameaux, des chamelles ont également accueilli les cyclistes durant leur parcours. Je remercie également avec force les autorités administratives, les collectivités territoriales, les préfets, les sous-préfets, les élus locaux. Enfin, permettez-moi d'exprimer, au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, notre profonde reconnaissance au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour son appui constant, sa vision éclairée, son engagement indéfectible en faveur de la jeunesse, de l'éducation, de la cohésion sociale. Ce tour est aussi le fruit de cette volonté politique forte de placer la jeunesse au cœur du développement national. Et nous partons pour Istanbul, cette fois-ci pour la participation de la conférence des ministres pour le transport. La République Djibouti, représentée par Hassan Ahmed Ibrahim, ministre des Infrastructures et de l'Équipement, a pris part du 11 au 12 février 2026 à Istanbul à la 12e conférence des ministres des Transports de l'Organisation de la coopération islamique, placée sous le thème renforcer la connectivité des transports pour approfondir la fraternité entre les États membres de l'OCI. Accompagné d'une délégation de haut niveau, le ministre a réaffirmé l'engagement de Djibouti pour le développement du système de transport intégré, résilient, efficace et indispensable pour faciliter le commerce, soutenir la croissance économique et renforcer les liens entre les peuples du monde islamique. Lors de son intervention, Hassan Ahmed Ibrahim a mis en avant la position géopolitique et géostratégique de Djibouti, sa passerelle entre l'Afrique et le Moyen-Orient et les grandes routes maritimes, ainsi que les investissements du pays dans les infrastructures portuaires, des plateformes logistiques et multimodales, la connectivité ferroviaire et les corridors régionaux. La délégation djiboutienne a activement participé aux discussions sur les transports multimodaux et les digitalisations logistiques, la mobilité durable et l'harmonisation réglementaire, tout en soutenant les initiatives de coopération institutionnelle du renforcement des capacités entre les États membres. Sur ce, je vous propose d'écouter les propos du ministre à cette occasion. Si nous voulons renforcer la fraternité entre nos nations, nous devons d'abord veiller à ce que nos pays soient reliés physiquement et économiquement. L'amélioration de la connectivité des transports est un catalyseur stratégique pour l'expansion du commerce et la diversification économique, la sécurité alimentaire et la résilience des chaînes d'approvisionnement, le développement du tourisme et les échanges culturels, l'emploi de jeunes et la croissance du secteur privé, la stabilité régionale et la prospérité partagée. En investissant dans des corridors de transport intégrés, en harmonisant les normes et les procédures, en numérisant les processus frontaliers et en promouvant des solutions multimodales, nous pouvons réduire considérablement les coûts commerciaux et les temps de trajet entre nos États membres. À cet égard, je tiens à souligner 3 domaines prioritaires: l'intégration des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et aériennes, l'harmonisation réglementaire et la transformation numérique, la simplification des procédures douanières, la reconnaissance mutuelle de normes, les systèmes de fret numérique et la gestion intelligente des frontières sont essentiels pour tirer pleinement parti des avantages de la connectivité. En financement innovant et durable, nous devons tirer parti des instruments financiers islamiques. L'esprit de l'ECI nous invite à transformer nos valeurs communes en infrastructures communes. Pour conclure, nous saluons vivement la proposition de la République de Turquie visant à soutenir la création d'un centre de transport terrestre de l'ECI en Turquie. Passons à présent à la célébration de la Journée nationale de l'artiste.
et des langues maternelles. Ce samedi 14 février, le Palais du Peuple a accueilli la 4e édition de la Journée nationale de l'artiste et des langues maternelles sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Mounassoué, ainsi que le soutien constant de son Excellence Ismaël Marguili. À cette occasion, la cérémonie qui a débuté par la lecture du Saint-Coran, plongeant ainsi l'assistance dans une atmosphère à la fois solennelle et festive. Les performances artistiques mêlant chants patriotiques, poésie, danse traditionnelle et modernité. Ainsi, la scène a été illuminée par la diversité artisanale et culturelle. Parmi les invités figuraient, outre la ministre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministre chargé de la communication, des postes et télécommunications, Redouane Abdellahi, des parlementaires, des autorités civiles et militaires, religieux, représentants de la société civile, ainsi que plusieurs centaines de jeunes, conférant l'événement à un caractère profondément rassembleur. Cette 4e édition confirme ainsi la volonté du gouvernement de faire de la culture une priorité stratégique en affirmant le développement durable ne peut se limiter à l'économie mais aussi à l'être humain inclusif dans l'inclusion des tous. À travers les artistes et langues maternelles, Djibouti affirme sa singularité, sa mémoire et sa cohésion nationale tout en projetant son patrimoine culturel au-delà des frontières. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a rappelé que la culture constitue ainsi le fondement de l'identité nationale, mais aussi un moteur essentiel pour le développement. On l'écoute. La nation est bien plus qu'un rendez-vous culturel. Elle est un acte de reconnaissance nationale. Elle est une déclaration d'attachement à notre identité et une affirmation de notre souveraineté culturelle. Nos langues maternelles, le somali, l'afar et l'arabe, ne sont pas de simples instruments de communication, elles sont des univers de pensée, des réservoirs de mémoire collective, des vecteurs de sagesse et des transmissions intergénérationnelles. Elles portent nos récits, nos proverbes, nos chants, nos codes sociaux et nos valeurs. Les protéger, les enseigner, les écrire, les moderniser, c'est préserver l'âme même de Djibouti. Je rends un hommage appuyé à nos écrivains qui choisissent d'écrire dans nos langues maternelles. En inscrivant nos traditions orales dans l'écriture contemporaine, ils assurent la continuité entre héritage et modernité. Nos poètes, quant à eux, occupent une place centrale dans notre société. À Djibouti, la poésie éclaire les consciences.
accompagne les grandes étapes de la vie collective et exprime les aspirations profondes de notre peuple. Dans un monde globalisé et parfois uniformisé, globalement connecté, l'artiste et la langue conjuguées font briller notre singularité et nous gardent localement ancrés et enracinés. Nos chanteurs, musiciens, danseurs, comédiens et artisans racontent l'amour. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est le 14 février, c'est très symbolique. Nos chanteurs, musiciens, danseurs, comédiens et artisans racontent l'amour, la bravoure, la solidarité et l'espérance. À travers leurs œuvres, notre culture rayonne bien au-delà de nos frontières. L'artiste est à la fois gardien de la mémoire et éclaireur de l'avenir. C'est pourquoi le gouvernement agit pour structurer, protéger et professionnaliser les secteurs culturels. Depuis sa création, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a engagé une dynamique forte en faveur de la promotion des langues maternelles, du soutien aux créateurs, de la transmission des savoirs traditionnels, de l'accompagnement des jeunes talents. Sous son leadership, la culture est devenue un pilier stratégique de l'unité nationale, du développement durable et du rayonnement international de Djibouti. Au nom de tous les artistes et acteurs culturels, je lui exprime notre profonde gratitude. Merci Yogé. Et sur ces belles paroles, nous pensons à, dans l'actualité hors de nos frontières, vive critique contre la nouvelle loi foncière en Israël sur fond d'accusations de démolition et de restrictions au permis de construire. Vive critique qui a été à l'international et dans le pays. La nouvelle loi foncière adoptée en Israël suscite de larges condamnations à l'international, tandis que les Palestiniens affirment que la politique de dépossession et de restriction des permis de construire constitue une réalité bien antérieure à ce texte. Selon les habitants et les organisations de défense des droits humains, l'obtention de permis de construire dans certaines zones sous contrôle israélien demeure extrêmement difficile. De nombreuses demandes sont rejetées, laissant des familles peu d'alternatives, ainsi que peu d'alternatives légales de construction de maisons. Et ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. C'est les informations de la rédaction.